Ok, on est parti. C'est parti. Allez, donc bonjour à tous. Merci d'être présents pour cette nouvelle session d'Ask Me Anything de juin 2020. Donc, je le rappelle, le but de ces lives, c'est de pouvoir vous présenter un sujet, un point de vue, une idée, et derrière d'en débattre librement et de prendre évidemment toutes vos questions. L'objectif, c'est de ne pas être sur un format trop vertical, mais vraiment participatif. Donc, on vous invite à nous poser un maximum de questions, de remarques, de commentaires et on réagira sur vos propos. C'est bien le but de toutes ces sessions-là. Pour cette nouvelle session, j'accueille avec grand plaisir, à mes côtés, Baptiste Michel, donc CEO chez BAMTech. Je laisserai Baptiste se présenter un petit peu après. Et on avait envie de vous parler d'un sujet qui nous tenait particulièrement à cœur. C'est comment, à la fois chez BAM et à la fois chez Advisory, on arrive à réinventer notre métier, à faire du conseil autrement, évidemment, sur nos périmètres propres. Mais on pousse pour qu'il y ait un mouvement de start-up qui soit reconnu dans le monde du conseil, qu'on a de manière un petit peu personnelle nommée la Service Tech. Donc, on va vous en parler aujourd'hui. Évidemment, pour se présenter en préambule, je m'appelle Martin Canton-Lega, je suis cofondateur et CEO d'Advisory. Donc, Advisory, c'est une agence conseil qui est spécialisée dans le product management. Donc, nous, notre finalité, c'est de permettre et de faciliter la réalisation, la conception, l'imagination et la réalisation de produits digitaux à succès. À succès pour qui? Pour les utilisateurs finaux, pour nos clients, pour les métiers pour lesquels on intervient et aussi auprès des équipes techniques. Nous sommes présents à Paris et à Lille et nous sommes aujourd'hui un peu plus d'une quarantaine de collaborateurs. Baptiste, je te laisse la main. Ouais, salut Martin, bonjour à tous. Je suis très content de faire ce webinaire avec toi. Moi, Baptiste Michel, je suis CEO de BAM. On est spécialisé dans le développement d'applications mobiles depuis 5 ans. On est à Paris, on est 81. On travaille, nous, on fait du sur-mesure, donc on travaille avec des grands groupes, des scale-up, des startups. Notre valeur ajoutée, en fait, c'est d'arriver avec une méthode dont je vais vous parler tout à l'heure, qui reprend les principes du Lean beaucoup et de l'Agile et une surspécialisation sur des technologies, notamment React Native, qui est une technologie qui permet de développer une appli compatible sur iOS et Android en une fois. Et aujourd'hui, je pense qu'on a la plus grande équipe en France sur cette technologie. Top, merci Baptiste et je partage le plaisir d'animer ce live ensemble. Je pense que ça va être bien sympa. Euh, on attaque notre sujet. Quand j'ai monté avec mes associés Advisory, on s'est tout de suite posé la question, et j'imagine que c'est la même chose pour toi, Baptiste, puisqu'on parle de ce sujet-là ensemble. C'est OK, on fait du conseil, alors du conseil plutôt en digital et en technologie, mais comment on peut le faire autrement, différemment? Et c'est tout de suite la question qu'on se pose quand on est fondateur d'entreprise, c'est comment on peut réinventer les modèles en place, comment on peut le mettre au goût du jour, comment on peut l'aligner à notre culture et comment faire ça. C'est de ça dont on va vous parler aujourd'hui. Déjà, le premier point, c'est que on s'est positionné sur des métiers qui sont sans frontières. Aujourd'hui, quand vous regardez la rosace de gauche, vous voyez que historiquement, le monde de la création et le monde de l'expérience client appartenait aux agences médias et aux agences web. Le monde de la technologie et de la création de systèmes appartenait plutôt au monde de ce qu'on appelle les SS2I, les ESN ou les cabinets de conseil en technologie. Et le monde de la chefferie de projet et de la stratégie appartient aux cabinets qu'on catégorise comme généralistes, mais qui sont plutôt considérés comme des cabinets en stratégie ou en management. Type les groupes Big Three de Strat ou les Big Four, par exemple, du conseil en management.
Et du coup, en fait, nous, notre positionnement, ça a été de se dire, bah, on n'appartient à aucun de ces mondes-là à 100% et en même temps, on appartient un peu de tous ces mondes-là. Donc, comment on peut garder un esprit de doueur et d'être très dans l'opérationnel et très proche de la tech, comme le font des ESN, comment en même temps, on va se charger de l'expérience client, on va être très proche de l'utilisateur final et très proche de toute la mouvance UX qui a plutôt été poussée par le monde des agences à la base. En même temps, comment on va avoir une phase de réflexion, on ne va pas simplement être des exécutants, mais on va vraiment penser les solutions et penser les approches qu'on mène auprès des clients et les accompagner dans cette transformation, donc qui était plutôt le monde des cabinets de conseil. Donc nous, on a décidé de mixer et de casser un peu les frontières de ces trois mondes dans notre accompagnement, mais de le faire évidemment pour avoir une légitimité, de ne pas accepter de savoir tout faire et de le faire du coup sur un métier de niche. Donc nous, chez Advisory, c'est plutôt la gestion de produits digitaux. Pour BAM, évidemment, c'est plutôt le développement spécialisé sur le mobile. Donc voilà, notre enjeu, c'est de dire bah, aujourd'hui, on est quand même capable d'avoir un accompagnement transverse de A à Z sur la création d'un produit, mais on le fait sur un métier qui est un métier qui est propre et qui est plutôt un domaine de niche. Et c'est là dont on souhaite se différencier par de l'expertise. Je ne sais pas si tu veux rajouter un petit mot sur ce sujet-là, Baptiste. Non, non, je pense que tu as dit l'essentiel. Effectivement, développer des produits digitaux, c'est quelque chose de très compliqué hein, globalement. Hein, quand on se lance sur le développement d'un produit tech, la conception de ce produit en design et en UX, on a plus de chances aujourd'hui statistiquement d'échouer que de réussir. Donc, se spécialiser, se surspécialiser sur un domaine, pour nous, le mobile, que ce soit dans le développement ou le design, on a une grosse équipe design aujourd'hui dans la conception et l'accompagnement de ce client au début. C'est une manière d'essayer de se concentrer sur un truc où on se dit on va déjà très bien le faire pour augmenter les chances de succès de nos clients, quoi. Voilà. Et je pense que nous, on ne conçoit plus forcément l'accompagnement comme on ne fait que de la techno et on ne s'occupe pas et on ne se préoccupe pas du besoin utilisateur, du besoin client, de penser bien le produit et de derrière le mettre en valeur. On ne pense pas non plus qu'à imaginer le bon produit sans derrière s'occuper du delivery. On essaie d'être beaucoup plus transverse dans l'accompagnement parce qu'aujourd'hui, on a vu que justement, ça crée plein de silos, mais par contre, de ne pas non plus accepter de faire tout et n'importe quoi et de rester vraiment spécialiste d'un domaine, par contre, qu'on va accompagner de A à Z en transverse. De là, on utilise de nouvelles approches méthodologiques qui sont pour nous un fonctionnement et une application au quotidien. Donc chez Advisory, évidemment, on en a plusieurs. Je pense que c'est le cas aussi chez vous, Baptiste, chez BAM. Mais on souhaitait en mettre deux en avant. L'agilité, évidemment, qu'on applique sur tous nos projets et qu'on appliquera en interne. Et je vais donner quelques exemples. Et le product management, où évidemment, c'est notre cœur de métier, mais on essaie aussi dans nos démarches au quotidien de penser produit. Donc penser agile et penser produit quand on pilote une structure, notamment une structure de conseil qui est plutôt averse au risque, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire se laisser une marge de manœuvre, justement de prendre des risques et d'accepter les investissements et d'accepter l'échec et laisser erreur pour toujours évoluer et itérer. Typiquement, nous, chez Advisory, on met en place une weekly avec des collaborateurs depuis un moment pour les suivre et pour vraiment updater tout le monde sur la boîte. Donc, on ne va pas avoir des daily scrum comme on peut avoir en scrum, mais plutôt des weekly en équipe pour justement descendre toute l'information qui est au niveau de la boîte et améliorer sa coordination. On va penser produit ou à partir du moment où on lance une nouvelle offre, par exemple chez Advisory, on va tout de suite faire de la recherche utilisateur. On va tout de suite lancer l'offre avec des landing pages, on va essayer de hacker un petit peu le marché pour le tester, pour mesurer son appétence et derrière lancer la solution. C'est notamment ce qu'on a fait dernièrement avec notre offre de MOOC et de formation sur le product management qui s'appelle Product Online. C'est exactement la démarche qu'on a suivie et aujourd'hui, on mesure les résultats pour savoir si on itère et si on va plus loin dans le développement de cette offre. Donc, c'est typiquement un mode produit qui est ici testé, étudié et valorisé
Et également, on a toujours cette approche itérative et d'amélioration continue dans nos offres et dans nos accompagnements. On a monté une démarche, je vous en parlerai un petit peu plus tard, qui s'appelle le Product Sprint. Et typiquement, on en est à la V4, la version 4 de notre Product Sprint. C'est une démarche qu'on a menée, qu'on a itérée, qu'on améliore en continu au fur et à mesure des feedbacks clients qu'on peut obtenir sur cet aspect-là. Baptiste, je te laisse peut-être parler un petit peu des pratiques que vous avez aussi chez BAM. Ouais, nous, historiquement, on vient du monde de l'agile. Les débuts de BAM, c'est beaucoup de Scrum, beaucoup de Scrum, de burden chart dans tous les sens, de daily, qu'est-ce qu'on fait toujours aujourd'hui parce que c'est une méthodologie qui est très efficace. Mais maintenant, ce sur quoi on essaye de progresser et de tirer la boîte, c'est le lean. On fait du dev, mais notre mode de référence, c'est Toyota. Donc, on essaye de mélanger ce que Toyota fait avec ce que les Google, Facebook et les GAFA ont réussi à créer, à craquer dans le monde du digital. J'ai quelques exemples qu'on peut regarder maintenant si tu veux. Martin. Oui, bien sûr. Hop. Pour rentrer dans le concret. Alors ça, c'est un peu indigeste, mais c'est un peu indigeste comme tableau, mais en fait, c'est un tableau qu'on utilise depuis 6 mois et qui est ultra puissant pour nous, en tout cas dans notre contexte. On a réfléchi à la valeur en fait, quand est-ce qu'on produit de la valeur pour nos clients. Et en fait, on s'est aperçu que finalement, la valeur qu'on créait était réellement créée uniquement quand on allait en prod, donc quand on faisait des releases. Donc on s'est dit, il faut qu'on arrive à piloter sur l'ensemble de la boîte. Alors aujourd'hui, on a entre 10 et 15 projets en parallèle. Donc là, j'ai fait un petit screenshot de l'outil qu'on utilise. On veut piloter l'ensemble des mises en prod prévues sur les semaines qui viennent. Donc ce que vous voyez, il y a une liste de projets. En colonne, il y a des semaines. Et ensuite, il y a des triangles et des ronds. Donc un rond qui est vide, c'est une mise en prod prévue. Un triangle, c'est quand cette mise en prod a été déplacée. Un rond plein, c'est quand une mise en prod a été effectivement réussie. Et une croix, c'est que là, on s'est planté. Au début, on avait une vision à la semaine. Aujourd'hui, on arrive à avoir une vision à la journée. Et ça tire absolument. Enfin, en tout cas, on essaye d'avoir un système qui fait que ça tire tout ce qu'on fait sur les projets. Donc, on a ça, on regarde tous les jours sur tous les projets. Et ensuite, le lean, c'est un système d'apprentissage. C'est pas des process. Enfin, il y a des process, mais c'est pas quelque chose qui est pensé process initialement. C'est quelque chose qui est pensé pour apprendre, devenir meilleur dans ce qu'on fait. Et donc, pour apprendre, il faut accepter de voir les problèmes. Ce qui est sur le papier tout à fait noble et dans le concret, c'est super dur parce qu'il faut se confronter, accepter de se confronter à ces problèmes tous les jours. Alors, on s'est donné une définition de ce que c'était qu'un problème, une définition historique chez nous, qui est un problème pour nous, c'est un écart à un standard ou un écart à un objectif qu'on s'est donné. Alors, un objectif qu'on se donne, c'est par exemple, dans le cadre des mises en prod, on a dit qu'on ferait une mise en prod le lundi, et ben on fait une mise en prod le lundi avec tout ce qu'on avait dit qu'il y aurait dedans. Si c'est décalé au mardi, on a un problème. Le but de ça, c'est pas tellement de se dire, OK, on a des problèmes, c'est l'enfer sur Terre, c'est de les voir pour commencer, grâce à une démarche de résolution de problèmes quotidienne, à devenir meilleur dessus. Du coup, une fois qu'on a ce tableau-là, ensuite, on regarde notre perf, qui est la slide d'après. Donc, une manière de mesurer la perf, c'est ça. En vert, les MEP réussis. En rouge, les MEP ratés. Et on regarde ça en permanence. Une MEP ratée donne lieu à une résolution de problème, projet par projet. Une résolution de problème, c'est se dire, OK, mon problème, c'est que ma MEP a été décalée ou que j'ai raté, j'ai pas mis ce que je devais mettre dedans. L'équipe se dit, mais pourquoi? Donc, technique connue dans le monde de l'agile, mais qui vient du lean, c'est la technique des 5 pourquoi. C'est de creuser au maximum pour arriver à la root cause. Et de cette root cause naît des innovations. Donc, toutes les innovations qu'on a chez BAM, ou les éléments qu'on essaye les nouvelles offres qu'on crée, viennent souvent de problèmes qu'on voit sur les projets et de résolution de problèmes, projet par projet. Et ça, on l'applique sur les projets de nos clients, donc sur vraiment le cœur de ce qu'on fait au quotidien. Et en fait, on l'applique partout dans la boîte.
dans le sales, dans le recrutement, dans la partie admin, fee, ops, dans tout ce qu'on fait qui est hors projet, dans la manière dont on pilote la stratégie de la boîte, on part de ça. Donc, je vous ai donné un exemple après de l'équipe de l'OBIA, de l'équipe de recrutement. Et une OBIA, c'est un mur sur lequel on affiche des indicateurs. C'est un point très important, hein, ça, dans le Lean. Donc, si un jour, je serais ravi de vous accueillir chez BAM, vous verrez, les murs sont recouverts d'indicateurs, de problèmes, d'écart des standards, de flux de prod, etc. Donc, on a dû tout digitaliser là, depuis 2-3 mois, mais on s'y remet petit à petit. Donc, ça, c'est un exemple de comment l'équipe de recrutement, enfin de l'outil de l'équipe de recrutement qu'elle utilise au quotidien pour arriver à ses fins. Il y a 3-4 éléments importants. Je pense que tu peux passer à la slide d'après qui les met en avant. Bien sûr. Le premier, c'est on a un score. Alors, ce score-là, il est matérialisé par une Barnum chart. Est-ce que l'équipe réussit? Donc, elle est capable de voir de manière autonome, est-ce que là, on est dans les clous? Est-ce qu'on est en retard? Est-ce qu'on est en avance? Le but de ça étant de maximiser les fréquences en tout cas la fréquence à laquelle on voit si on est dans les clous ou pas pour enclencher des démarches de résolution de problème. Et ensuite, on passe au niveau individuel. Est-ce que chacun réussit? Alors, ce que vous voyez, c'est un flux de recrutement. Donc, c'est l'ensemble des étapes en colonne par lesquelles les candidats passent. Et chaque ligne, c'est le flux de prod d'une personne dans l'équipe. Voir ça en permanence, est-ce qu'on est en train de réussir ou pas sur les projets et comme ce qu'on fait par ailleurs en recrutement ou en commercial, ça nous permet de progresser beaucoup plus vite. Et c'est ça le but final. Je te laisse la main, Martin, si tu veux compléter Yes. ce que je dis. Ouais, avant qu'on passe à l'expérience collaborateur, et là tu parlais du recrutement, nous aussi des notions qui font la différence chez nous, et on est en train de le voir, c'est la documentation. Nous, on s'est équipé notamment avec Notion d'un document centralisant en fait l'ensemble de l'information et l'ensemble de nos process pour que ça soit clair et partagé pour tout le monde. Et l'objectif en fait d'Advisory à terme, c'est d'arriver aussi à séparer le build du run. Donc tout ce qui est build, c'est tout ce qui va apporter de la valeur et qui est cyclique, comme des campagnes de recrutement, comme des campagnes comme de prospection commerciale, mais et également les missions, évidemment, le pilotage des prestations, de tout ce qui est plutôt le run, c'est-à-dire ce qu'on mène de manière courante et qu'on va faire tout au long de l'année. Je ne sais pas si vous avez ce type d'organisation aussi chez vous, mais nous, c'est ce vers quoi on tend petit à petit, en fait. Nous, l'organisation est un peu différente. Elle est vraiment projet par projet. Okay. C'est ça qui va tirer, quoi. Ça marche. Top. Du coup, on passe à l'expérience collaborateur. Une des forces, je pense, de nos structures et ce sur quoi on voulait insister avec Baptiste, c'est de vous parler un petit peu de comment les gens étaient onboardés chez nous et comment derrière, en tant qu'entreprise, on était dans le care et on essaie de faire progresser les gens en interne. Donc, chez Advisory, un des faits marquants de l'expérience collaborateur, c'est tout d'abord la formation. Tout le monde chez nous, quel que soit le niveau d'expérience, passe par un onboarding de 3 semaines de formation formée et créée, formation créée et imaginée et qui évolue et qui est purement interne, donc créée chez Advisory par des advisors et qui évolue et qui est itéré par nous-mêmes. Un des autres points sur lesquels je voulais insister, c'est qu'on a une organisation qui est le moins pyramidal possible, c'est-à-dire qu'on ne crée pas des pyramides et des statuts, enfin justement on n'ajoute pas des strates à la hiérarchie juste pour une notion de statut, mais vraiment parce qu'elle a du sens, soit d'un point de vue expertise, soit d'un point de vue managérial, et qu'on ne peut plus s'en passer aujourd'hui et que ça crée de l'incohérence organisationnelle. Donc vraiment, on adapte notre pyramide à notre organisation et le but, c'est de la maintenir la plus flat possible pour permettre la disponibilité et faciliter la prise d'initiative. Donc ça fait écho à mon deuxième point. Chez nous, la prise d'initiative, elle est encouragée puisqu'on a une politique d'intrapreneuriat, c'est-à-dire que lorsque
un collaborateur a une idée, une initiative, il peut nous la soumettre. Et là, elle est étudiée pour lancer des pistes de diversification, notamment d'un point de vue business. C'est ce qu'on a pu aussi faire, par exemple, sur la formation. Et ça donne ses fruits et ça paye petit à petit. On va avoir aussi des parcours de carrière qui, qui se veulent riches et variés, peut-être plus riches et plus variés que ce qu'on a l'habitude de voir dans des formats traditionnels où là, on va pousser des évolutions suivant en fait les appétences des collaborateurs. Donc, si vous avez une appétence pour le business et pour l'activité, les relations commerciales, on va plutôt vous pousser un parcours de carrière dans ce sens-là. Si vous avez plutôt une appétence managériale, on va vous pousser un parcours de carrière en termes de management chez nous. Et si vous avez plutôt l'envie de, au contraire, approfondir et développer une expertise de pointe, ça va aussi être mis en avant, ce qui est quand même relativement peu le cas en France. Je relisais un article comme quoi aujourd'hui, pour grimper dans une organisation, il fallait obligatoirement passer par la couche management. Ben, nous, on donne une alternative qui est l'alternative de pouvoir évoluer avec son expertise. Et derrière aussi, le dernier objectif plutôt sur les missions et les prestations clients, c'est de donner un maximum l'ownership aux consultants. Je pense que c'est ça qui est intéressant. Donc, évidemment, il n'est pas abandonné. On l'accompagne dans toute la contractualisation et la gestion de la relation client sur ce plan-là. Et on va plutôt le mentorer. C'est-à-dire que tant que tout se passe bien, ben, on va le laisser piloter. Il rencontre des difficultés, les challenger, on sera là pour le mentorer et on sera là pour l'accompagner avant d'escalader auprès du client. L'objectif, c'est quoi? C'est de permettre l'évolution du collaborateur, de le permettre de saisir et d'évoluer avec sa relation client avant de potentiellement escalader. Juste une petite conclusion aussi que je voulais ajouter, c'est que une bonne expérience collaborateur, elle est aussi basée, et tu l'as dit Baptiste, en montrant ton process, sur un recrutement maîtrisé et de qualité qui en fait permet d'engager pas n'importe quel type de collaborateur, mais les collaborateurs qui sont adaptés et qui sont inspirés par le projet d'organisation. Et c'est ça qu'on cherche en fait. Nous, on a défini des personas types, donc on applique pareil les démarches product à notre recrutement pour identifier les collaborateurs qui s'épanouiraient chez nous et qu'on ait vraiment la typologie de collaborateurs avec les qualités qui sont recherchées et sur lesquelles il pourra s'exprimer et il pourra se développer chez nous. Et du coup, après, on place évidemment l'accompagnement de ces collaborateurs au cœur de notre stratégie, tout avec l'objectif de leur laisser voilà, un maximum d'ownership et de place à l'initiative. Je voulais peut-être parler aussi de votre expérience collaborateur. Moi, je me retrouve, dans ce que tu dis, hein, parce que nous, l'ambition qu'on a, une des raisons d'être de la boîte, c'est de former de nouveaux leaders dans la tech. Donc, d'accompagner les gens dans la réalisation de leur ambition. Alors, les ambitions des gens peuvent être très différentes. Il y en a qui veulent monter des boîtes, devenir CEO, CTO, progresser dans leur carrière de designer. Il y en a d'autres qui veulent pas forcément monter de boîte, mais qui veulent devenir très fort techniquement ou travailler sur un produit. Quoi qu'il arrive, le dénominateur commun, c'est comment je progresse vers ce que dans ma carrière. Donc on essaie de se poser 3 questions un peu en permanence. Comment aider les gens à réussir dans leur travail au quotidien? Comment on peut les aider à réussir leur carrière? Et comment leur donner du sens dans ce qu'ils font? Pour aujourd'hui, j'ai 2 éléments dont je voudrais vous parler qui sont plus reliés à la partie réussite de la carrière. Le premier, c'est alors il y a un bouquin qui nous inspire beaucoup chez BAM qui s'appelle The 5 Dysfunctions of a Team, qui en fait raconte globalement qu'est-ce qui fait qu'une équipe ne fonctionne pas. Donc, pour qu'on puisse aider, nous, les gens, à réussir dans la carrière, il faut que, au niveau de l'équipe chez BAM, on arrive à performer et à s'entraider. Et donc, on s'est donné cette grille de lecture. Le premier élément, donc, c'est une pyramide, le concept étant que si on n'arrive pas à avoir la première étape, on n'arrivera pas à passer à la deuxième étape. Donc, ce qu'il raconte, c'est que bien souvent, le premier élément qui fait qu'une équipe ne fonctionne pas, c'est qu'il n'y a pas de confiance dans les gens. La confiance signifiant, en tout cas, une manière de savoir s'il y a de la confiance dans une équipe, c'est est-ce que je suis capable, moi, d'aller voir quelqu'un dans l'équipe et de lui avouer une faiblesse, un truc que je ne sais pas faire, un problème que j'ai, sans avoir peur qu'il le retourne contre moi plus tard. Donc, le seul moyen, le moyen qu'il donne lui pour faire ça, c'est de montrer de la vulnérabilité.
Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est la peur des conflits. Alors lui, il dit, voilà, en fait, dans une équipe, il y a des tensions. C'est en fait, les conflits ont pour, le fait d'aller au conflit en tout cas, a pour objectif de désarmer cette tension. Si on ne va pas au conflit, en fait, la tension reste latente et l'équipe ne progresse pas. Le troisième niveau, c'est le commitment. Alors là, on l'a traduit par engagement. Je ne sais pas si c'est vraiment le meilleur manière de le traduire, mais la différence entre une équipe qui va performer et une qui va moins bien progresser passe souvent par là. Une fois qu'on a réussi à avoir confiance les uns envers les autres et à arriver à aller au conflit, s'il n'y a pas de commitment, on n'avance pas trop. C'est quoi un commitment? C'est de dire, au lieu de dire je t'envoie ce document, on dit bah voilà, je t'envoie ce document mardi 16h. À partir de là, on peut avancer, quoi. Et derrière, il parle de manque d'accountability, qui est si une personne de l'équipe se dit bah, voilà, je t'envoie ce document le mardi 16h et qu'à 16h05, personne ne lui dit quoi que ce soit, ça veut dire qu'en fait, les gens ne sont pas hyper intéressés par ce qu'a essayé de faire la personne dans l'équipe et ça avance pas trop. Le dernier élément de la pyramide, c'est l'inattention au résultat. C'est un peu le supplément d'âme, j'allais dire. C'est-à-dire que si on fait tout ça, mais qu'on ne sait pas exactement pourquoi on le fait, que l'objectif qu'on s'est fixé soit est pas clair, soit est clair, mais en fait, motive personne, on fait tout ça un peu pour rien. Donc, ce livre et la théorie qui en découle régit énormément de la manière dont on essaie de se comporter les uns envers les autres dans les équipes, que ce soit les équipes projet ou les équipes transverses, et comment on essaye de faire progresser les gens dans la boîte. Et donc, sur la partie progression, ça c'est le deuxième point, on a mis en place un système on appelle ça un système de up. Alors, l'objectif, c'est quoi? C'est d'être clair dans la manière dont les gens peuvent progresser dans la boîte. Donc, il y a plusieurs niveaux. Là, je vous donne les niveaux pour les techs. Donc, rookie, pro, expert, hacker. Alors, entre-temps, en fait, on a rajouté un quatrième niveau qui est le niveau craftsman entre expert et hacker. Mais peu importe, la logique reste la même. Pour chaque niveau, il y a des critères qui sont des critères associés à la réussite sur les projets, au leadership dans la boîte, à la compréhension, la mise justement en pratique des valeurs, par exemple ce dont je vous parlais sur Five Dysfunctions of a Team. En fonction du niveau, les attentes sont plus ou moins élevées. Mais par contre, tout est écrit noir sur blanc. On utilise Notion, donc c'est centralisé là-dessus. Et à partir du moment où on arrive dans la boîte, on sait que si on veut passer au niveau d'après, voilà ce qu'il faut qu'on arrive à faire. Il y a des sessions, c'est en fait les hubs, c'est ça, c'est 2 sessions par an, tous les 6 mois. Et si on veut progresser, il faut postuler. Personne ne va obliger quelqu'un à postuler ou empêcher quelqu'un de postuler. Et c'est à la personne de se prendre en main et de dire ok, je veux passer au niveau suivant. La valeur là-dedans, dans la manière dont c'est organisé, en fait, c'est qu'une fois que la personne a postulé, son coach, qui est une personne qui a le même métier qu'elle, mais qui a plus d'expérience dans la boîte, va organiser 2 choses, des peer reviews. On va voir les gens avec lesquels la personne travaille pour comprendre à un moment donné où est-ce qu'elle en est, quel est le niveau qu'elle a, c'est quoi ses points forts, c'est quoi les points sur lesquels il faut qu'elle continue de progresser. Donc on appelle ça, c'est les peer reviews. Et puis ensuite on organise une soutenance. Ça nous permet de ne pas avoir un système de progression qui est basé uniquement sur le point de vue d'une seule personne, qui serait le manager du BAMR en question. Donc d'être le plus objectif possible. Et ça permet également, grâce à la soutenance, si le up est raté, d'avoir une direction très claire à suivre pour qu'à la prochaine session, ça puisse fonctionner. Donc c'est un système qui existe depuis le début, alors qu'on fait évoluer au fur et à mesure que la boîte grandit, mais qui est aujourd'hui la base de notre système de progression chez BAM. Top, ouais, merci Baptiste. Du coup, ensuite, on voulait vous parler d'un autre axe sur lequel on essaie évidemment de se différencier, c'est sur l'approche client. Nous, 3 gros axes, et je te laisserai compléter Baptiste avec ce que vous faites chez BAM, mais 3 gros axes sur lesquels on travaille chez Advisory. Le premier, c'est la mesure de la satisfaction client permanente. Donc, je crois qu'il y a la même pratique du coup chez BAM, mais pas la même sur les mêmes timings. Nous, c'est tous les mois. Donc, tous les mois, on mène une review avec un score qui est un NPS pour collecter la data client, à savoir est-ce que le client est satisfait,
si oui, à quel niveau, identifier nos axes de progression et s'assurer que tout se passe bien pour le client sur différents aspects, que ça soit sur le savoir-être, sur la réalisation, sur le savoir-faire, sur l'apport d'expertise, etc., etc. Donc, il y a une mesure de ces dimensions-là qui fait que derrière, on arrive à être tout le temps orienté satisfaction client et à challenger aussi nos collaborateurs sur un système de performance qui tire en fait tout le monde vers le haut. Deuxième aspect, c'est d'être business partner avec nos clients. Donc pareil, quand on a essayé de disrupter le modèle de conseil, l'un des éléments qui revenait souvent, c'est que les cabinets de conseil étaient très très loin des prérogatives de leurs clients et que quoi qu'il arrive et quel que soit le résultat des projets et des produits sur lesquels ils bossaient, ils seraient payés de la même façon et ils n'étaient pas impactés sur le risque que le client courait. Donc nous, on a décidé de craquer cet aspect-là en fait en gageant une partie de la rémunération sur la performance des produits qu'on réalise et de partager du coup les risques avec le client. Je pense que c'est assez révolutionnaire sur ce métier-là. Mais ça nous permet quoi? Ça nous permet de nous bonifier aussi avec la réussite du client, d'impacter tout le monde dans le même sens et du coup de travailler conjointement et de s'aligner avec les intérêts du client. Donc soit on se KPIse directement avec la réussite commerciale ou delivery du produit, soit on définit des KPI communs avec le client pour valider ou invalider ces sujets-là. Mais c'est ce qu'on met en place actuellement. Et un dernier aspect qui est l'aspect R&D. Donc, comment on encourage la recherche et le développement et notre knowledge interne chez Advisory. Donc, on investit énormément dans l'évolution et la création de nos démarches méthodologiques. Donc, je parlais du Product Sprint, qui est un de nos principaux exemples. Pour le coup, en fait, ce qui se passe, c'est que lorsqu'une personne est en intercontrat chez nous, elle doit obligatoirement travailler au moins la moitié du temps sur le knowledge de la boîte. Quand je dis au moins la moitié du temps, ça peut être la totalité, voire les trois quarts. Du coup, ce qui fait qu'on arrive en fin d'année avec au moins une majorité du panel des collaborateurs qui a investi 5% à 10% de son temps sur de la recherche et développement. Et ce qui permet du coup d'engager énormément de sujets de knowledge chez nous et de faire progresser en fait le collectif sur ces aspects-là. Et pour encourager la diffusion de ce knowledge-là, en fait, on rassemble les collaborateurs sur un temps dédié, une demi-journée tous les mois qui s'appelle le Uptime chez nous. Donc, tous les collaborateurs qui sont chacun chez leurs clients sont amenés à revenir chez nous pour partager et diffuser leurs connaissances et travailler sur du knowledge interne à l'entreprise ensemble. Voilà. Oui, nous, effectivement, juste un point Donc, pour faire sur le client, on a une démarche similaire à la vôtre. On a un questionnaire qui est hebdomadaire, où il y a deux questions qui sont: quelle est votre appréciation sur la vitesse d'avancement de l'équipe et quelle est votre appréciation sur la qualité de l'accompagnement de l'équipe? Ça fait une note sur 10. Et le standard qu'on s'est fixé, c'est d'avoir en permanence une note supérieure, enfin que la somme de ces deux questions soit supérieure ou égale à 8. Parce que ça veut dire qu'en moyenne, on est très bon. Et pour moi, la valeur principale de ce questionnaire, alors il y a un questionnaire de fin de sprint qui est sur l'équipe, il y a aussi des questionnaires produits qui sont ultra importants parce que vraiment le client, c'est une mine d'or. Notre raison d'être, notre métier, c'est d'avoir des clients qui sont super heureux de ce qu'on leur délivre, de les aider à résoudre des problèmes chez eux, que ce soit des problèmes business, de les aider à progresser dans leur carrière si le produit qu'on développe avec eux fonctionne. Donc, c'est vraiment, c'est pour ça qu'on une boîte de service, on a envie de les aider et en contrepartie, c'est ce qui protège la boîte, hein, les clients. S'il n'y a plus de clients, il n'y a plus d'entreprise, quoi. Donc, arriver à avoir en permanence, nous, c'est hebdomadaire, des retours et des feedbacks et des verbatims des clients, c'est une source d'innovation qui est aussi précieuse parce que qui est même, je pense, la source d'innovation la plus précieuse dans la mesure où ça vient directement des gens avec lesquels on travaille. Donc, nous, c'est chaque semaine. On a un indicateur pareil qu'on suit et qu'on pilote pour savoir où est-ce qu'on en est sur l'ensemble des projets. Ce qu'on essaye de faire, c'est s'il y a un questionnaire qui est deux fois, alors on appelle ça un bac rouge, ça vient du Lean également, mais en tout cas qui est deux fois hors standard, donc mettons inférieur à 8 sur 10,
l'équipe tactique et l'équipe de direction s'impliquent et essayent d'aider l'équipe pour comprendre ce qui se passe et remonter la satisfaction du client. Donc voilà, je ne peux que t'appuyer sur la prise de feedback client fréquente. Top. Du coup, on a déjà parlé pas mal de temps, donc on va conclure en vitesse, mais peut-être pourquoi la thématique et pourquoi le petit mouvement Service Tech et la petite graine de folie qu'on a mis aussi dans ce sujet-là. Bon, à savoir que pour la petite anecdote, je crois qu'ils ne sont pas connectés, mais j'ai quand même tagué le secrétaire d'État au numérique et la patronne de la French Tech pour l'alerter sur le sujet. Mais en gros, nous, on espère avoir de plus en plus de place et de plus en plus d'impact en tant que jeune pousse française dans le domaine du consulting sur ce domaine-là. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Parce que déjà, on pense que c'est un secteur prometteur qui apporte énormément d'impact et de valeur aux clients qui nous mandatent. C'est source d'emploi et d'employabilité assez forte en France. Également, un point sur lequel tu voulais insister, Baptiste, et je pense que tu as raison, c'est aussi la force d'innovation, à la fois sur le plan méthodologique, mais aussi sur le plan technique, qu'on peut apporter à nos clients et qu'on peut offrir aussi à l'ensemble de l'écosystème pour lesquels on intervient. Un autre élément aussi, c'est que peut-être contrairement à des secteurs beaucoup plus capitalistiques, on n'est pas en recherche absolue de levée de fonds pour y réussir. Donc c'est plutôt un moyen et un accélérateur, mais pas une fin en soi. Et on voit qu'on arrive quand même à développer, à monter nos structures petit à petit, au pas à pas, sur fonds propres, et pourquoi pas après l'accélérer via de la levée. Aujourd'hui, c'est quand même, comme tout secteur, un secteur extrêmement dominé par des acteurs traditionnels et qui sont puissants et qui tentent évidemment de verrouiller certains clients et on ne peut pas leur enlever, on ferait pareil à leur place. Mais du coup, c'est aussi avec un label Service Tech, de donner voilà, une distinction et donner une visibilité à des acteurs comme nous. Et Dieu sait qu'il y en a plein d'autres qui apportent de la qualité, qui apportent de l'expertise de niche et qui se développent fortement et qu'elles puissent exister et se faire connaître auprès de nombreux clients. Et du coup, derrière, c'est d'avoir voilà, une reconnaissance de l'écosystème des startups euh, pour, euh, pour ce domaine, pour ce secteur qui aujourd'hui est peu mis en avant et peu valorisé et qui a le mérite d'exister et le mérite d'apporter beaucoup de valeur et qui devrait on le pense, plus mis en avant. Donc, si on a un vœu pieux et un rêve assez fou et si vous êtes motivé aussi pour rejoindre ce mouvement-là, c'est avec plaisir. C'est du coup le mouvement de la Service Tech qu'on verrait bien comme un label de qualité du coup, qui offre une alternative voilà, crédible, différenciante et innovante aux prestations de services qui sont actuellement proposées sur le marché et qui peuvent faire la différence sur certains projets et produits que certains clients souhaitent lancer. Donc voilà un petit peu le vœu pieux et sur lequel on s'est réunis avec Baptiste et sur lequel on souhaitait voilà, vous transmettre nos envies et nos vecteurs qui nous poussent à se lever le matin et à travailler comme on le fait d'arrache-pied. Je ne sais pas si tu veux ajouter un petit mot pour la fin, Baptiste, sur ce Ouais, sujet-là. ouais, non, mais effectivement, je pense que tu disais que je voulais parler d'innovation. C'est vrai, je pense que le service est quel que soit le type de service d'ailleurs, tech ou pas, est un Mm. des secteurs dans lequel il y a le plus d'innovation. C'est quand même une somme de cerveaux mis les uns à côté des autres pour essayer de savoir comment on fait mieux sur la méthodo, comment on fait mieux sur les technos, comment on fait pour être plus efficace, pour être meilleur sur les produits. Donc je pense que c'est un des secteurs les plus innovants en France et que c'est qui mérite d'être mis en lumière, quoi. Mm. Clairement, clairement. Donc voilà, on en a fini en fait pour ce live et on a été assez long, évidemment, parce que on parle des sujets qu'on aime et qui nous passionnent, mais du coup, il reste quand même un bon gros quart d'heure pour prendre vos questions et vos remarques. Donc, je pense que c'est ce on va justement s'atteler à faire s'il y en a.
Non, on n'a pas eu trop de questions. C'est que ça a été clair. Ouais, effectivement, Ouais, je pense qu'on est bon. J'espère que j'ai juste pas bloqué le paramètre pour poser des questions. Ah non, il y a une question. Alors, Clément, quel outil vous utilisez pour gérer votre orga de production? Vas-y, je te laisse répondre, peut-être Baptiste, et moi je répondrai, ou alors je te laisse réfléchir. Non, je réfléchissais sur la partie organisation de production. On utilise plein d'outils différents en fonction de là où on se situe sur le projet. Donc traditionnellement, enfin, nous on a eu beaucoup et on continue à utiliser Trello. Donc, on a transformé Trello en un flux de prod, de delivery, de fonctionnalités. En se disant que avec un truc qui est important pour nous, qui est que chaque fonctionnalité prend moins d'un jour pour être développée. Ceci étant dit, on n'utilise pas que Trello parce que Trello c'est vraiment sur la partie delivery. Depuis 3 mois, on teste, enfin 2 mois et demi, on teste Miro pour. Qui est vachement bien. Nous, on utilise Miro aussi. Ouais, vous utilisez Miro aussi. Et en Mm. fait, nous, on l'utilise pour faire deux choses. Enfin, en fait, pour mettre les boards projets, les OBIA projets, donc centraliser les indicateurs qu'il y a. Ça peut être un macro plan, ça peut être des flux de parcours utilisateur. Donc Trello, Miro, Notion également. C'est les 3 outils aujourd'hui qu'on a beaucoup utilisés, qu'on utilise beaucoup. Et en fonction Ouais, des projets nous, aussi, ça dépend. Il y a des clients, je suis désolé, mais il y a aussi des clients qui utilisent Jira, donc on peut se mettre hmm, sur dessus, et Azure aussi également. ouais, nous c'est pareil, pour gestion interne, on va utiliser beaucoup. Maintenant, on a beaucoup rebasculé sur Notion et on va utiliser un petit peu de Trello. Et après, pour tout ce qui est produit et projet, on va utiliser en effet Miro pour les phases amont, notamment de Discovery chez nous. Et pour tout le delivery, souvent c'est soit du Jira, soit du Trello. Oula, les questions, ça y est, les questions arrivent. Guillaume qui nous demande quand vous dites un label Service Tech, comment souhaitez-vous que ça se traduise concrètement? Tu veux que je m'embarque dans la réponse? Non. Ouais, je te laisse la En réponse. gros, non, on a joué un peu avec les termes de la French Tech. On a la Health Tech, la G Tech, la Clean Tech. On s'est dit, tiens, tous les secteurs sont représentés et pas forcément le secteur de la prestation de service, qui est quand même un secteur important et puissant en France et dans tous les pays, d'ailleurs, que ce soit en Europe, aux États-Unis, en Asie. Et en fait, on se dit, c'est fou que ça n'existe pas. Et alors, je sais pas pour vous, pour vos débuts, Baptiste, mais nous, c'est incroyable. On n'a jamais eu le droit à le moindre appui gouvernemental, la moindre subvention parce qu'on était un prestataire de service et on ne créait pas de produit en tant que tel, alors qu'on en crée pour nos propres opérations et pour faciliter, on va dire, notre gestion d'organisation. Mais, euh, mais clairement, on s'est toujours vu refuser ce genre de choses. On s'est vu refuser tous les incubateurs de la place de Paris parce qu'on n'était pas une start-up produit. Voilà, moi, ça m'amuse de reprendre ces termes-là et de se dire, bah tiens, aujourd'hui, ça n'existe pas. Est-ce que demain, la French Tech ne peut pas s'emparer du sujet parce qu'on crée quand même beaucoup d'emplois, on crée beaucoup de valeur. C'est quand même un secteur qui a son importance en France et qui est présent à Paris et aussi en province. Donc, est-ce qu'à un moment, il n'y a pas une labellisation des acteurs français qui sont plutôt des startups, qui sont en plus en très forte croissance parce que, bon, je ne crois pas me tromper en disant que BAM a une très forte croissance et c'est le cas aussi pour nous. Donc voilà, c'est un moment, est-ce qu'il ne peut pas y avoir un label comme tous les autres labels sectoriels avec les startups les plus dimensionnantes dans ce domaine-là et du coup, j'ai joué un peu là-dessus, mais j'espère bien arriver un moment à mes fins au niveau politique. Il y a une autre question de Mathias qui est pour toi, je pense. Bonjour, les Vas-y. clients entreprises sont organisés pour acheter une prestation de conseil. Comment faites-vous pour aborder le sujet de la rémunération et la performance, impact Hmm. contrat business, sachant que cela va contre l'approche des gestions des risques financiers des grands groupes? Ouais, exactement. Nous, on fonctionne par palier en fait.
C'est-à-dire que quand il y a vraiment une gestion, on va dire, forfait. Alors, au forfait, c'est pas si difficile parce que en gros, on va imposer un périmètre avec une facturation en conséquence. Donc, pour le coup, on ajoute du périmètre additionnel où on dit au client, ben, typiquement, si ces features rapportent tel résultat, ben, il y aura une rémunération et on calcule le pourcentage en fonction. Pour ce qui est de la régie, qui est du coup un mode de facturation plutôt présentiel, hein, qui est un mode de facturation qui est un engagement de moyens et pas un engagement de résultat, justement. En fait, soit on le déclare, c'est-à-dire qu'on dit que le TJM va bouger suivant les résultats et suivant tel type de résultat, soit c'est pas accepté d'un point de vue achat, ce qui arrive effectivement, bonne remarque, par l'organisation, et du coup on fait du TJM par palier. C'est-à-dire qu'on considère que si on a atteint les résultats, sur les prochains 3 mois, on va plutôt fonctionner avec tel TJM qui inclut un pourcentage de réussite. Voilà, tout ça, tout simplement. Il nous reste du coup 10 petites minutes. Donc, s'il y a d'autres questions, on est évidemment preneur là-dessus. Ah, petite question. Aman, bonjour et merci pour votre présentation. Question pour BAM et Advisory. Voyez-vous la Service Tech à l'international? Avez-vous prévu de vous internationaliser? Ah, mais ça, je pense que tu peux répondre, Baptiste. Bah, je vois pas de, comment dire, il n'y a pas de frontière pour un service tech. Donc, ouais, Je vais la garder, celle-là. ouais, ça peut être tellement international. Sur la partie, est-ce que nous, on s'internationalise, pardon. C'est une réflexion qu'on a en cours. C'est pas prévu sur 2020 et c'est pas 2021, mais ce serait le sens de l'histoire, quoi. Ce serait une suite logique. Mais on le fera pas pour le principe. On le fera si on a quelque chose à apporter sur un marché, si on a repéré ou on commence à travailler avec des clients qui nous donnent l'opportunité de le faire. Donc, ça peut être un axe de développement complètement qui arrivera dans les temps qui viennent. Nous, c'est à peu près le même type de réponse que je vais apporter. On intervient déjà à l'international. On a eu des clients hors France ou des prestations cross-border, notamment sur le plan européen. Donc, ça nous est arrivé évidemment de nous déplacer hors de nos frontières pour des prestations, majoritairement, comme je disais, en Europe et au Maghreb et en Afrique. C'est principalement aujourd'hui on va dire notre rayon d'action. On réfléchit aussi éventuellement à l'international. Pour l'instant, la stratégie est plutôt de nous concentrer sur le marché français, mais il y a des ouvertures, voilà, à moyen long terme, un peu comme vous, je pense, sur pas les prochaines années, mais les 3 à 5 prochaines années, avec des vraies réflexions d'ouverture de bureaux potentiellement à l'international, pour effectivement apporter ce qu'on sait faire et notre expertise et nos démarches sur un marché local. Pareil, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, on est là pour ça. Il nous reste 5 grosses minutes. Ah, une question. Est-ce que vous avez productize votre avant-vente? Alors, j'essaie de bien saisir ta question, Clément. Productize, ça veut dire, est-ce qu'on a peut-être industrialisé ou processé, j'imagine, notre avant-vente? Baptiste, est-ce que vous avez peut-être une manière de fonctionner sur l'avant-vente précise? Est-ce que vous avez processé ces sujets-là chez vous ou pas du tout? Ouais, alors, bah, en fait, on l'a processé au même titre qu'on a processé le recrutement. Mm. En essayant d'avoir. C'est les mêmes recettes, on va dire. C'est pas tellement une recette, mais en tout cas, c'est les mêmes grands principes. Un management visuel dans lequel que l'équipe peut regarder chaque jour.
où on voit l'avancée des leads, les actions de chasse qu'on a en cours, les personnes bientôt disponibles. Donc, on n'a pas produitisé ce sujet-là, mais on a essayé de mettre une démarche scientifique, en tout cas la plus scientifique possible dedans, quoi. Ouais. Nous, c'est pareil. On a des process qui sont bien établis là-dessus. On n'a pas de produit dédié à notre gestion d'avant-vente, notre gestion commerciale. Par contre, on a des process bien établis qui sont inspirés de divers modèles, hein. Des modèles de cabinet, des modèles de SN, on en parlait, mais aussi des modèles on va dire, de sociétés de logiciels, de SaaS aussi, dans la manière d'aborder le commercial et l'avant-vente. Mais voilà, on utilise plutôt des outils du marché, dont certains dont on parlait. Et après, on est équipé, évidemment, CRM, gestion de plein d'outils pour arriver à renforcer sa prospection et sa gestion après d'onboarding client. Et c'est très processé, mais rien pour le coup de dédié à cet aspect-là pour compléter. Est-ce que vous avez d'autres... Peut-être une dernière question, une ou deux dernières questions. Ouais, une ou deux dernières questions. Ben tiens, Clément qui nous repose une question. Combien de temps vous consacrez en moyenne à un closing du coup? Bonne question. Alors, le problème justement de mesurer la moyenne, c'est que c'est pas très révélateur pour nous parce qu'il y a vraiment des projets qui peuvent durer. On a une avant-vente qui peut durer plusieurs mois. Il y a un écart type très important quoi, d'une vente à une autre. Et des projets sur lesquels en une semaine ou deux, on a réglé le sujet. Ouais, bah, de toute façon, je pense que c'est le propre du B2B, c'est-à-dire que tu peux avoir des process de vente qui sont très urgents et où ça peut aller très vite, et parfois des process de vente où il y a un intérêt, où le client, on se renifle mutuellement avec le client et ça peut être très long. Nous, on s'est imposé quand même une règle de process, c'est-à-dire qu'on garde, on a nos leads chauds et au bout de 3 mois, on considère que le lead est quand même froid ou gelé parce qu'on se considère qu'un process classique, c'est 3 mois. Et en fait, on le rentre dans un process de relance plutôt longue traîne, en fait, pour rester on track avec le client ou avec le prospect, mais ne pas non plus surinsister pour quelque chose qui prend du temps et aussi d'y mettre trop d'efforts là où on a l'impression que ça traîne en longueur. Donc, moi, je dirais que le process classique, il est plutôt de 2-3 mois en termes de closing. Après, quand il y a une urgence, ça va beaucoup plus vite. Donc, j'aime pas trop dire qu'il y a des moyennes et des règles parce que l'écart type il est énorme en fait. Mais c'est un peu nous notre règle qu'on s'est imposée sur ce sujet-là. Ok, pas d'autres questions? Ah, si. Oh là là, Clément, il intervient. Je pense notamment à Builder.ai, qui est un Je bon vais regarder. exemple. Bah, écoute, merci Clément. Moi, je connais pas du tout Builder.ai. Comme quoi, on est loin de tout maîtriser en termes d'outils. Ne me dis pas que c'est ton outil, Clément, parce que sinon, ça serait un beau hack pour vendre. Mais en tout cas, merci pour le tips, on regardera. C'est cool. Non, je bosse pour en faire un similaire. Très bien, au moins c'est assumé. Euh, Comme quoi, il y a peut-être de quoi faire mieux que nos pratiques actuelles sur le sujet. Ok, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres questions. Si vous avez une dernière question, on en prendra une et puis après, on va s'arrêter là puisqu'on arrive justement à l'heure de fin du webinar. Merci en tout cas à tous pour votre participation. Ouais, merci Et beaucoup. merci Merci d'être Martin. présent et d'être venu. Et merci à toi aussi, Baptiste, pour ton temps et pour avoir joué le jeu et être venu, avoir participé à ce webinaire
toujours un exercice périlleux et qui peut être complexe. Ah, une dernière question de Mathieu, allez, on peut la prendre. Quelle est la stratégie de BAM ou Advisory pour devenir concurrent de grands cabinets type Capgemini, etc. sur les appels d'offres? Ben, on l'est déjà, en fait. En tout cas, nous, Capgemini, je suis pas sûr que toi, tu sois face à eux. C'est pas trop le même métier. Ouais, en fait, notre stratégie, c'est plutôt d'arriver à cibler les appels d'offres sur nos domaines, quoi. Quand l'appel d'offres il y a une partie produit, on va essayer de répondre en fait sur la partie produit et de se différencier, comme on disait, par notre métier, par la niche. Après, concurrencer Capgemini, voilà, on y va mollo. En fait, on essaie de plus d'avoir une place, on essaie de plus contractualiser en direct avec le client, moins être sur des appels d'offres ouverts qui sont plus destinés justement à ces gros cabinets-là. Donc, stratégie un petit peu différente, mais, euh, mais voilà. Bah, oui, non, mais effectivement, tu n'as pas de Ça stratégie, si tu dépend. veux, enfin, la stratégie n'est pas pensée pour concurrencer. Il s'avère qu'il y a des moments où tu te retrouves, ou en tout cas, nous, on se retrouve face à eux. Ouais, non, mais ça arrive souvent. Et nous, comment on essaie de se différencier? Ben, par tout ce qu'on vous a montré, et notamment aussi par notre expertise métier, qui justement est normalement, on l'espère quand même, en n'étant pas trop mauvais, plus poussé qu'un cabinet généraliste, qui, à contrario, pour un client, peut répondre, je pense, à plus de services et plus de sujets, et qui est plus diversifié. Donc, on n'est pas en train, évidemment, de dire que c'est nous ou Capgemini ou nous ou un gros, mais plutôt nous et eux. Et en fait, je pense pour des sujets, il faut faire appel à des grands cabinets parce que c'est les seuls à pouvoir les adresser. Mais pour les sujets de niche et des sujets sur lesquels nous, on est peut-être plus opportun, il ne faut pas hésiter à ce qu'on se fasse connaître. Et d'où le principe de la service tech pour ça. Très bon mot de conclusion. Ouais, c'est ça exactement. Ok, ben on a passé le timing. Il y a pas mal de participants qui ont déjà quitté la conf. Donc, merci à tous. Et merci encore à toi, Baptiste, d'être intervenu. Merci à tous. Merci, Martin. Excellente journée.